Bonsoir. Alors, pour me présenter, je suis architecte conseiller au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard, donc le CAUE, qui a 4 missions qui lui ont été confiées par la loi 77 sur l'architecture, qui sont le conseil, la sensibilisation, l'information et la formation de tous les publics. Et dans ce cadre-là, nous participons depuis 6 ans maintenant au mois de l'architecture qui a été initié par la DRAC Languedoc-Roussillon et qui est organisé maintenant par la DRAC Occitanie et qui rassemble sur un mois de mi-mai à mi-juin. On vous propose des quantités d'animations sur le thème de l'architecture. Donc une conférence sur Robert Proin. Pourquoi ? Alors, Robert Proin est décédé il y a très peu de temps, fin décembre 2015. Donc pourquoi ? Tout simplement pour lui rendre hommage. Parce que c'est un architecte hors du commun, on va le voir, qui a beaucoup œuvré dans le Gard et en Lozère. Il était installé entre Nîmes et le Kellar. Et vous voyez dès cette première photographie l'entrée d'une école qu'il a réalisée en Lozère, qui est assez étonnante. Vous voyez que comme support du toit, il utilise un arbre, un tronc d'arbre. Et surtout, il y a un détail qui est particulièrement étonnant et qui va être un petit peu l'esprit de Robert que vous allez retrouver tout au long de cette présentation. C'est-à-dire, c'est une école, vous voyez de grandes portes qui sont les portes pour adultes et vous voyez la toute petite porte pour enfants. Donc déjà on est dans le vif du sujet. C'est un architecte qui va être toujours très attentif aux futurs usagers du bâtiment. Donc c'est un architecte au parcours atypique qui n'a pas fait le parcours classique d'études en école d'architecture. Il était né au Kellar, donc dans une famille terrienne. Son père était agriculteur et avait acheté la propriété que vous voyez ici, dans l'avenue principale qui conduit au village. Et très tôt, il a manifesté des dispositions de bâtisseur. Donc il racontait que dès l'âge de 5 ans, il avait une petite brouette, il gâchait du mortier, il allait réparer les marches d'escalier de la voisine. Donc 5 ans, c'est quand même très tôt pour se lancer dans des travaux aussi précis. Alors, il a commencé par faire des études de dessin technique au lycée technique du Hauda à Nîmes. Et à la sortie de ses études, il a été recruté par M. Gandin à Nîmes, pour lequel il réalisait des maîtrés. Bernard Capel, architecte sur Nîmes, l'a repéré dans cette agence et lui a proposé de l'employer comme dessinateur. Mais très rapidement, il s'est rendu compte qu'il avait un talent hors du commun et il lui a confié directement la conception complète des projets d'architecture. Donc il a eu très rapidement envie de s'installer à son propre compte et il s'est installé en tant que maître d'œuvre entre Nîmes et le Kellar. Pendant tout son parcours professionnel, il va construire essentiellement dans le Gard et en Lozère. Il se disait homme des terres calcaires. Et il a été assez déconcerté au début en travaillant en Lozère par des pierres telles que le schiste ou le granit. Et il était très très attaché au terroir, au territoire, à un environnement donné. Donc en 1977, encouragé par Joseph Massota, un architecte nîmois, il a constitué un dossier pour obtenir l'agrément d'architecte. Donc dans ces cas-là, on allait à Paris, on présentait ses références devant un jury national et il a très facilement et immédiatement obtenu le titre d'architecte alors qu'il était assez jeune encore. Donc là, on le voit en train de manœuvrer des lamelles qui permettent d'occulter plus ou moins donc une baie vitrée. Alors son œuvre est très variée. Il va aussi bien réaliser des constructions publiques que privées et des aménagements d'espaces publics. Donc c'est vraiment à des échelles très différentes qui peuvent être des lieux d'enseignement, donc lycées, écoles primaires, écoles maternelles, des gymnases, des mairies, des établissements pour personnes âgées, des instituts médico-pédagogiques, une médiathèque,
Les aménagements d'espace public, vous en avez un à l'entrée de Vauvert. Donc vous avez là, j'en parlerai plus tard, mais ces projets étaient toujours très contextualisés, donc adaptés à un contexte. Et là, ce qui l'a frappé, ce sont les galets des Costières. Donc vous avez ce rond-point avec un traitement en galets très doux sur lequel l'eau ruisselait. Je ne crois pas que maintenant il y ait de l'eau à présent, mais vraiment c'était voulu au départ pour qu'il y ait à la fois quelques cyprès qui ponctuaient, qui donnaient la dimension verticale, ces aménagements en galets et l'eau qui ruisselait sur les galets. Donc des aménagements d'espace public, ça va être des places, des rues et des constructions privées, des immeubles de logements locatifs où vraiment on a vu qu'il avait très tôt eu des idées qui étaient très novatrices et qu'on utilise dans les logements sociaux que depuis très peu de temps, et des maisons individuelles. C'est un architecte qui refusait de faire des concours. Vous savez que l'accès à la commande pour les architectes passe essentiellement par les concours d'architecture. Or, lui, il travaillait en artisan et il préférait obtenir les commandes par le bouche à oreille. Il n'avait pas l'ambition de brasser des affaires. Ce n'était absolument pas le style de Robert Prouin. C'était quelqu'un qui travaillait soigneusement chaque projet en artisan avec passion. Donc c'était une passion, une véritable passion pour l'architecture qu'il a très généreusement partagée, donc notamment en enseignant plusieurs années à l'école d'architecture de Montpellier, et d'autre part en étant président de la chambre syndicale des architectes du Gard, qui rassemblait des architectes qui souhaitaient donc se retrouver, échanger sur leurs pratiques. Et je me rappelle notamment, au début de ma carrière, j'avais eu la chance de participer à des journées sur le thème de la couleur, en relation avec des Italiens, et c'était Robert Prouin qui avait organisé ces échanges qui étaient vraiment fructueux. Alors là, je viens d'apprendre qu'il avait également sensibilisé des agents de l'équipement, donc à la demande d'un monsieur qui est dans la salle. Alors, l'humain, ça je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est celui-ci, l'humain au cœur de chacun de ces projets. Donc Robert Prouin était particulièrement attentif, je vous l'ai dit, à l'usager de ces futurs bâtiments, que ce soit un enfant, une personne âgée ou les personnes, quelles qu'elles soient, qui pouvaient. Il savait adapter chaque projet à chaque personne. Donc il va avoir une approche que l'on peut qualifier d'humaniste. C'était vraiment quelque chose qui était en lui et qu'il lui importait de faire partager. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que pour certains architectes, ils ont une signature que l'on reconnaît de projet en projet, et donc ils font toujours les mêmes types de bâtiments, et parfois en essayant de marquer un territoire, d'imposer leur marque, et sans toujours penser suffisamment aux personnes qui fréquenteront ces bâtiments. Robert Prouin, c'était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire il était extrêmement attentif à l'usager, mais aussi à chaque contexte, c'est-à-dire l'environnement paysager ou urbain, la demande du maître d'ouvrage, les moyens financiers mis à sa disposition, etc. Donc, c'est un créateur, c'est très étonnant parce que dans cette famille terrienne, c'est un bâtisseur et un artiste. Ça, je n'en parle pas dans l'exposé, mais en parallèle de son travail d'architecte, tout au long de sa vie, il a peint. Et il a une œuvre peinte qui est vraiment remarquable. Donc, en architecture, il fait toujours preuve d'une inventivité technique étonnante. Il va utiliser des matériaux de temps en temps en les détournant de leur fonction initiale et par mesure c'est ingénieux et cela amène des économies souvent. Donc je pense qu'on peut parler de son goût pour les matériaux et insister sur l'aspect sensuel. Parce que quand vous parlez d'un matériau, que ce soit la brique, que ce soit le béton, que ce soit la pierre, on sentait vraiment, on en sentait la texture, il nous en faisait apprécier la couleur, l'accroche de la lumière. Enfin, on sentait qu'il
qu'il avait énormément de plaisir à travailler les matériaux, à les assembler, à les associer en les opposant ou au contraire dans des jeux de complicité. C'était une recherche d'harmonie, mais vraiment c'était un plaisir de bâtisseur. Voilà. Donc il ne se contentait pas de dessiner par exemple une maison. Quand il dessinait une maison, il avait un tel souci du détail qu'il dessinait également l'ameublement. Donc ça peut être les meubles, mais cela peut être aussi une cheminée, une poignée de porte, enfin tous les détails vraiment, vous le verrez dans les illustrations. Et il travaillait très souvent avec la même équipe d'artisans parce qu'il fallait qu'ils puissent s'adapter à ces exigences qualitatives. Et donc il y avait une complicité entre eux et vraiment il aimait travailler avec les artisans et c'était un homme de chantier, non seulement de conception mais de chantier. Alors, l'esprit des compagnons du devoir, là, c'est l'histoire de sa relation avec Armand Pellier, donc un architecte qui maintenant fait l'objet d'une reconnaissance nationale. Une quinzaine de ses œuvres ont été labellisées patrimoine XXe siècle. Et Robert Prouin, dès sa jeunesse, avait remarqué des réalisations des villas d'Armand Pellier qui l'étonnaient par leur modernité. Et il a petit à petit fait rencontrer Robert Prouin et ils s'estimaient énormément tous les deux, ils sont devenus très amis et ils partageaient vraiment des valeurs communes. Ce qui fait que Armand Pellier, qui a été malade plusieurs années, a confié à Robert Prouin la poursuite de son œuvre auprès des Compagnons du Devoir, puisque Armand Pellier était l'auteur de la Maison des Compagnons du Devoir à Nîmes. Donc c'était vraiment là, plus qu'une amitié, c'était un partage de valeurs spirituelles. Là, c'est pour vous donner quelques clés de compréhension de la dimension et humaine et spirituelle et artistique de cet homme d'exception qu'était Robert Prouin. Alors, avant de commencer à vous présenter son œuvre, je vous propose de voir un rapide panorama architectural qui avait en fait été présenté par Robert Prouin dans le cadre d'une conférence qu'il avait donnée pour le CAUE avec Pierre Parsus. Là, vous les voyez tous les deux côte à côte, sur le thème « L'évolution du décor dans l'architecture du XXe siècle ». Et ce survol architectural va vous permettre de comprendre la filiation dans laquelle il va s'inscrire, le contexte architectural. Comme il le dit, dans la foulée des aînés. Donc vous allez voir quels étaient les aînés. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les références qu'il a lui-même choisi de sélectionner, donc qui lui semblaient les plus importantes. Donc de la fin du 19e au début du 20e siècle, Gaudi à Barcelone, donc l'architecte catalan, ça n'est pas un hasard s'il choisit Gaudi. Comme vous le voyez, il y a une grande plasticité dans cette architecture, une grande place attribuée au décor, mais là le matériau est sublimé et une grande complicité entre artisans qui vont travailler sur ces projets architecturaux. Donc cela ne pouvait que lui plaire. Guimard, donc là on est quand même sur le thème du décor, ne l'oublions pas dans la conférence qui était proposée, donc toute une époque où on s'inspire de la nature, de la végétation, et là où il y a un travail de complicité entre les bâtisseurs, les ferronniers, tous les éléments de décor soigneusement adaptés, tous les corps de métier qui travaillent entre eux pour participer à une œuvre complète. Alors, le XXe siècle international, là, c'était vraiment la modernité. Quand on parle d'architecture moderne, ce sont ces références-là. Donc, par exemple, Mies van der Rohe, avec le pavillon de Barcelone, en haut à gauche, donc réalisé à l'occasion de l'exposition universelle de 1929. Et quand on pense à cette date-là, on comprend combien c'était moderne à l'époque, cette architecture, quand on voit tout ce qu'on continue à construire dans un style néo-traditionnel et que l'on voit ce minimalisme au niveau des formes, cette pureté qui rappelle la pureté de l'architecture japonaise.
ou des jeux de volumes qui rappellent là l'art pictural de l'époque avec Rietveld et la maison Schroeder. Où cette maison, je pense que ça n'est pas un hasard si Robert l'avait choisie, de Mies van der Rohe, elle est en briques. Tout est très pur, très sobre, et le matériau, je pense, là, devait vraiment l'intéresser. Alors, voilà, on va rapidement regarder l'architecture moderne. Donc, c'était par exemple Frank Lloyd Wright en la fin des années 50 avec le musée Guggenheim à New York. Une maison de Richard Neutra, on voit que vraiment ce sont des contrastes entre des pans de murs pleins et des grandes façades vitrées. Ou Cannes, alors là c'est un style brutaliste, c'est un institut avec une magnifique perspective qui se termine sur la mer, ou La vie à Savoie de Le Corbusier, alors qui va décliner les 5 points de l'architecture moderne tels qu'ils avaient été définis, c'est-à-dire à la fois des constructions qui vont être bâties sur pilotis de façon à dégager les surfaces du rez-de-chaussée pour en faire soit des abris voitures, soit des espaces extérieurs couverts. Le toit terrasse, ça c'est ce que l'on retrouve quasi systématiquement dans l'architecture moderne. Le plan libre, c'est-à-dire que par les principes constructifs, on n'a plus besoin d'avoir un espace très cloisonné. On peut se permettre d'avoir des grandes surfaces libres de cloison. Les façades libres, là aussi, c'est pareil, par l'intégration de piliers, de poteaux en béton dans les murs, on peut complètement libérer la façade de la fonction de support, donc en ayant de grands bandeaux horizontaux vitrés. Et en l'aménagement, comme on le souhaite, et les fenêtres en bandeaux. Donc on sort de ce que l'on connaît dans l'architecture traditionnelle, les fenêtres plus hautes que larges, avec les grandes fenêtres en bandeaux. Donc Le Corbusier, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, avec ce travail très intéressant sur la lumière, sur la diffusion de la lumière naturelle. Alors là, on avance dans le temps. Le musée Guggenheim de Bilbao. Alors ça ne plaisait pas forcément beaucoup à Robert Proin parce que pour lui, cela devenait une sculpture. C'était une grande sculpture et l'architecture, pour lui, la forme de l'architecture devait traduire ce qu'il se passait à l'intérieur. Alors que là, c'est une sculpture avec certains volumes qui sont gratuits et qui sont simplement des grandes hauteurs, mais qui ne correspondent pas forcément à des fonctions. Voilà, voici des vues intérieures. C'est vraiment le musée qui devient un objet que l'on vient visiter en soi. Alors, la fin du 19e siècle à Nîmes, une maison de ville, là on s'approche de Nîmes, on commence à resserrer notre champ de vision. Donc, vous voyez qu'il avait choisi cette maison qui se trouve en bas de la rue Cité-Foulques. Et là aussi, ça n'est pas un hasard parce qu'il y a un jeu décoratif très intéressant entre la pierre, la brique, les éléments de céramique. Et voilà, c'est la fin du 19e. On va entrer dans la modernité, mais on est encore dans un style extrêmement décoratif, comme on le voit ici avec ce beau garde-corps. À Nîmes et dans le Gard, donc ensuite, le lycée du Haudat, donc dans les années 30, vous voyez le grand saut entre la maison précédente et ce lycée, donc une architecture beaucoup plus épurée, avec un travail encore des artisans, puisqu'on a des bas-reliefs sculptés, on a des vitraux, on a des peintres, on a tous les corps de métier qui travaillent ensemble. Le Crédit Agricole réalisé par Henri Floutier, juste en face des arènes de Nîmes. La cave coopérative de Vauvert, avec ses 3 frontons successifs qui comportent des médaillons sculptés en bas-relief par Armand Pellier, qui ensuite deviendra architecte. La cave coopérative de Vauvert, donc là, évidemment, ce sont les galets à Galician c'est réalisé par Henri Floutier, mais donc dans un style qui est régionaliste, c'est-à-dire qu'il va s'inspirer des composantes qu'il trouve sur le terrain comme ces galets, et il va les intégrer à l'architecture tout en conservant des volumes très sobres.
de cette époque de construction. Alors là, on fait un grand saut à nouveau dans le temps. On arrive aux années 60 avec la construction des grands ensembles des Up de Nîmes avec les frères Arsène Henry. Donc c'est l'époque des tours. Donc il y a celle du Baronne, la première tour construite à Nîmes. Il y a les façades donc entièrement vitrées, comme l'ancienne banque Chex face au lycée Daudet, construite par Joseph Massota. La chambre d'agriculture, enfin l'ancienne chambre d'agriculture à Nîmes qui à présent est la maison du département, donc construite par Joseph Massota. Donc un mur, on appelle cela rideau, c'est-à-dire entièrement vitré. Et vous voyez des bâtiments tels que la résidence de la mère au Grau-du-Roi, l'Institut du vin, donc des bâtiments conçus par Joseph Massota, l'autre architecte majeur de l'époque années 50-80, avec Armand Pellier. Donc Joseph Massota a notamment construit l'église Saint-Dominique au chemin d'Avignon. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous incite à aller la visiter. C'est une nef en forme de barque et avec des modules en béton intercalés et entre lesquels sont glissés des verres colorés, ce qui fait que l'ambiance intérieure est extraordinaire. Et le restaurant universitaire qui se trouve sur la colline au-dessus de la maison des Compagnons du Devoir, donc on l'appelait la soucoupe volante à l'époque à Nîmes, donc une œuvre de Joseph Massota aussi. Les immeubles, alors je sais que celui de gauche, Robert Proin l'appréciait tout particulièrement. Donc c'est un immeuble à Nîmes construit par Armand Pellier, avec un jeu astucieux pour capter la lumière, puisqu'on est côté nord. Donc il y a ces volumes qui sortent et qui vont capter la lumière à l'est. Et le soir, il y a un jeu de matériaux qui permet de renvoyer la lumière du couchant à l'intérieur. Donc c'est assez étonnant. Et les villas, les fameuses villas qu'admirait beaucoup Robert Proin, donc la villa solaire à Lédenon, construite par Armand Pellier, avec un principe de mur trombe, c'est-à-dire c'était extrêmement novateur pour l'époque, c'est le début des années 70, et les propriétaires n'ont jamais eu à utiliser de chauffage. C'est un principe naturel de villa solaire. Elle a d'ailleurs été inscrite monument historique. Et l'hôtel-restaurant à Arles qui s'appelle Les Cabanettes, construit par Armand Pellier, qui est resté dans son jus et qui est vraiment assez étonnant. Alors là, par contre, on était dans les années 80 avec l'arrivée de Jean Bousquet à Nîmes et les grands projets avec des concours lancés au niveau international. Donc, par exemple, Jean Nouvel qui réalise des logements sociaux Nemosus. Le Carré d'Art, donc le projet de médiathèque et musée d'art contemporain, une école près de la Placette qui a été réhabilitée, agrandie, et le stade de Vittorio Gregotti. Et maintenant, nous allons arriver, après avoir vu ce survol de l'architecture, on va arriver à quelques projets donc sélectionnés par Robert Proin. Donc là, c'était une villa qu'il avait construite à Nîmes entre 67 et 74 dans un quartier situé près de la ZUP, dans le quartier Pissevin. Et vous voyez, donc les formes sont très sobres. On a ces horizontales qui dominent. On a de grandes baies vitrées. On n'a pas de fenêtres rectangulaires, ou si ce n'est pour une petite fenêtre latérale. On a beaucoup de jeux de transparence, d'ouverture vers le paysage, par le garde-corps complètement transparent. Voilà une photo de la maison telle qu'elle était à l'origine, parce qu'on y viendra dans l'exposé. La caractéristique de l'architecture, c'est de ne pas durer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça, c'était quelque chose qui chagrinait énormément Robert Proin, parce que s'il avait choisi ce métier, c'est justement parce qu'il pensait que l'architecture, c'était une œuvre qui durerait. Or, il voyait son père qui, chaque année, creusait les mêmes sillons, labourait et travaillait la terre et recommençait toujours le même travail. Et lui avait l'ambition de créer et que ses œuvres perdurent. Or, l'architecture, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est extrêmement vulnérable.
parce qu'on peut agrandir, on peut surélever, on peut modifier, on peut démolir. Et d'ailleurs, Robert Proin a vu un institut médico-pédagogique qu'il avait construit être démoli peut-être, je crois, 5-6 ans après, parce qu'il y avait eu des projets d'urbanisme à Nîmes qui ont imposé sa démolition. Et c'est quelque chose, ça, dont on parlait souvent, parce que, justement, il se rendait compte que ce qui lui avait semblé beaucoup plus vulnérable, c'est-à-dire sa peinture, ses œuvres peintes sur toile, elles n'avaient pas du tout bougé au cours des années. Il avait encore toutes ses œuvres chez lui. Par contre, son architecture, elle, a été très modifiée. Donc là, nous voyons par contre des photos d'origine, et vous voyez l'attention accordée non seulement aux matériaux, on voit de la pierre pour les piliers, on voit du bois pour le portail, pour la lisse qui surplombe la rampe, mais aussi aux textures, aux couleurs. On voit le béton qui est peint en blanc, qui contraste avec des enduits qui sont plutôt couleur terre et dont la finition est travaillée, de façon à ce qu'il y ait un petit relief qui va accrocher la lumière. C'est vraiment ce goût sensuel dont je vous ai parlé et dont Robert Proin parlait beaucoup mieux que moi. Là, donc, quelques exemples d'utilisation du béton. Alors, c'était le matériau moderne par excellence. On découvrait toutes ces possibilités. Cela offrait beaucoup de possibilités aux constructeurs de l'époque. Et souvent, on l'utilisait brut de décoffrage avec la planche qui laissait son empreinte. Donc, les veines du bois étaient restées apparentes. Alors que, et dans certains cas, Robert Proin aimait bien le peindre en blanc pour affirmer sa modernité. Donc là, j'ai choisi cette villa parce que c'est une villa construite à Vauvert, à Silvéréal. Et elle est assez intéressante parce que c'est un jeu de volume. C'est un jeu de volume il va y avoir tout un travail sur à la fois la course du soleil tout au long de la journée et des saisons, sur des jeux de volume d'avancée avec un grand toit qui va venir inscrire en douceur cette maison dans cet environnement qui est complètement naturel. On est en Camargue, on est au milieu des roseaux. Et donc il y a cette volonté de l'inscrire discrètement, que ce toit vienne atténuer justement ce volume dans le paysage. Donc là vous voyez aussi le choix des couleurs, ce sont des photos qui sont d'origine, de l'époque de la construction. Alors en s'approchant, on va voir, vous voyez au niveau des percements, c'est extrêmement original. Robert Proin va créer des échancrures, comme vous le voyez à l'étage, au niveau d'une petite terrasse, de façon à ce que de l'intérieur on puisse avoir la vue sur le paysage. Il va vraiment travailler tous les détails très finement, en pensant toujours aux personnes, aux habitants, aux vues que cela va offrir, au fonctionnement intérieur. Enfin, tout est étudié avec énormément de soin. Ici, on a l'entrée. Donc, pour souligner l'entrée, il va choisir de lancer cette grande dalle en porte-à-faux qui vient protéger la porte d'entrée. Et vous avez aussi des éléments en béton brut, ces gargouilles que l'on voit en partie haute, qui viennent, qui sont des éléments qui ressortent et qui viennent dynamiser le volume global de la construction. Alors, comme je vous le disais, il fait appel à des artisans. Et en particulier, il dessine donc tous les petits détails. La porte, ça ne va pas être une porte comme certains en achètent maintenant, et on voit malheureusement cela dans les centres anciens, sur des beaux bâtiments 19e siècle. On voit des portes que l'on peut acheter, des portes banalisées quand elles ne sont pas en matière plastique. Là, c'est vraiment tout un travail sur la porte, donc en bois, et pour éclairer l'intérieur. Donc, non seulement un principe d'imposte vitré, mais latéralement des vitres avec donc un système de grilles défensifs, mais qui sont extrêmement avec des motifs souples qui rappellent des motifs végétaux très naturels dans cet environnement, toujours ce souci de l'inscrire comme cela. Donc là, c'est une vue de l'intérieur. Et donc, vous voyez comment un tout petit élément comme une baie vitrée se transforme en œuvre d'art. Là, c'est une villa à Montpellier. Alors,
Contrairement à de nombreux architectes de l'époque qui, nourris de cet esprit de modernité, n'envisageaient que des constructions avec des toitures terrasses, Robert Proin va être très attentif au site et à l'environnement dans lequel il s'inscrit. Donc quand il s'agit d'un centre ancien ou d'un site protégé, il va toujours choisir les toitures en tuiles, même si par goût il aurait préféré les toitures terrasses. Mais vraiment, donc c'est pour ça que vous voyez dans certains cas des tuiles. Donc, par contre, on a malgré tout l'expression de la modernité qui est donnée à la fois par cette grande baie vitrée, par le jeu, vous le voyez, du poteau et de la poutre, et par tout ce mur qui est traité. Là aussi, c'est une œuvre d'art en soi. C'est un jeu dans le béton, avec des échancrures. C'est tout un travail au millimètre près sur la façon de coffrer le béton pour arriver à obtenir ce dessin si caractéristique. Alors, Jean-Michel Proin, le fils de Robert étant arrivé, si jamais Jean-Michel, tu as envie de compléter, n'hésite pas, en cours d'exposé. Alors là, on est dans une villa à Montpellier, les années 70, donc vous reconnaissez les matériaux. On utilise beaucoup le bois dans les intérieurs à cette époque-là. Et là, je vous ferai remarquer tout ce mobilier. Comme je vous le disais, il dessine très précisément le mobilier, ce qui fait que l'intérieur est très dépouillé parce qu'on n'a pas besoin de meubles, puisque vous voyez là, la cheminée est prolongée par un banc qui lui-même est prolongé par des étagères. Donc l'espace n'est pas encombré par du mobilier. On peut fonctionner avec très très peu de meubles, simplement grâce à ces agencements très astucieux. Donc voilà, vous voyez tout le travail là de la cloison, de la porte, et vous comprenez pourquoi il travaillait toujours avec les mêmes artisans. C'est que vraiment c'était extrêmement soigné dans les détails, et tous les artisans ne pouvaient pas accepter ces exigences qualitatives. Donc là, j'ai gardé la formule de Robert, douceur de la courbe et rayonnement, années 60. C'était les toutes premières constructions qu'il avait pu faire. Donc, par exemple, un espace pour enfants qui malheureusement a disparu aujourd'hui, et un abri-piscine. Vous voyez le travail de la structure qui supporte le toit de cet abri-piscine en bois, qui était rayonnant, un petit peu comme un tronc d'arbre avec ses branches. C'était assez extraordinaire. Et c'est cet espace pour enfants, donc voulu à la fois comme espace récréatif de jeu, et pour que les enfants puissent se l'approprier avec leur imaginaire, et avec les matériaux adaptés au contexte, donc avec un toit en sagne dans ce contexte. Alors, au pays Cévenol, comme il le disait, c'est le schiste. Donc là, le schiste, c'était un matériau qu'il ne connaissait pas. Je vous l'ai dit, il se disait un homme de calcaire, et qu'il a appris à connaître, mais qu'il a décontenancé au départ. Là, c'est une habitation pour un médecin qui était également un homme politique, et avec un projet qui devait à la fois donc s'adapter à des contraintes géographiques, à un terrain très pentu, donc avec des terrasses successives, et une double fonction, c'est-à-dire le logement familial du couple, et également la possibilité d'accueillir des personnes donc, dans le cadre de cette fonction d'élu. Donc là, il y a eu tout un travail sur le plan pour qu'il y ait dans l'entrée un espace qui oriente d'un côté ou de l'autre, sans qu'il y ait forcément, pour préserver l'intimité de la famille malgré tout. Donc vous voyez que dans cet environnement de schiste, vous allez voir comment cette construction est conçue. Vous avez ici une vue en plan, et le plan lui-même exprime la forme de ces pierres qui se délitent toutes seules, de ce schiste qui a tendance à se déliter. On voit par plaques successives, et qui ont des découpes très aiguës, contrairement au granit qui est très rond. Là, le schiste a ses facettes très pointues, et la maison va se développer sur un plan en s'adaptant comme ça aux différentes contraintes du contexte.
Donc elle est entièrement habillée de pierre et vous voyez cette vue sur le paysage. Alors je regrette un petit peu parce que les couleurs sont nettement mieux sur l'écran, mais bon là, faute de meilleure occultation, vous avez quand même une petite idée. Et vous voyez aussi comment il va l'adapter donc au relief du terrain, hein, donc en créant plusieurs niveaux successifs. Et vous voyez cette ouverture, cette perspective ouverte sur le paysage qui est vraiment intéressante. Donc pierre et cet habillage en schiste. Bois et cet habillage en schiste. Alors ça, c'est un projet qui est vraiment très intéressant. C'est une villa à Nîmes. Regardez le plan. Est-ce que vous avez déjà vu un plan de maison comme ceci? Donc une partie centrale et 3 excroissances, je ne sais pas comment les appeler, qui se trouvent dans une pinède à Nîmes. Et c'est l'histoire d'une rencontre, c'est comme ça qu'il le disait, entre le propriétaire, le futur propriétaire, qui avait vécu dans le Sahara, et Robert Proin avait dû aller, lui, dans le Sahara, mais pour des raisons bien différentes pendant la guerre d'Algérie. Mais en tout cas, il a été très marqué par ces paysages du Sahara. C'était vraiment quelque chose tous ses souvenirs revenaient. Il était imprégné de cette ambiance, des couleurs, de la façon de vivre au Sahara avec cette simplicité, la façon dont on prépare le thé à la menthe en creusant un petit peu dans le sol un petit espace où on fait le feu avec quelques branches. Enfin, donc le client et Robert Proin ont beaucoup échangé sur ce thème et cela lui a donné envie de créer dans cet environnement boisé une maison qui s'inspire de leurs souvenirs communs. Donc elle va vraiment venir se glisser entre les arbres et c'est pour ça qu'elle a cette forme si spécifique, parce qu'il a conservé tous les arbres qu'il était possible de conserver. Elle est secrète, c'est-à-dire les maisons, vous le savez, de l'autre côté de la Méditerranée, souvent préservent complètement leur intimité. Depuis la rue, vous avez des pans de murs entiers, mais sans ouverture. Quand vous avez l'entrée, vous voyez un mur qui vous barre la vue, et c'est un petit dégagement qui vous oriente vers le cœur de la maison, là où il y a un patio, mais c'est très secret, très intime. Donc là, c'est vraiment cet esprit-là qui a été recherché. Donc elle est fermée du côté de l'entrée, et par contre, vers la vue et le soleil, elle est très ouverte. Donc comme on va le voir, donc une petite porte très, très sobre. Et vous voyez la façon dont le béton s'arrondit. Hein, c'est vraiment, toujours je vous le dis, dans la sensualité, presque la volupté d'utilisation des matériaux. Alors, par contre, cette maison, là, j'ai pris ces photos, je crois, il y a 1 an ou 2, et elle manque d'entretien, elle n'a pas été nettoyée, ce qui fait que ce bel enduit rouge maintenant a des traînées noirâtres, mais bon, il suffirait de peu de choses pour qu'elle retrouve son aspect d'origine. Et vous voyez comme tous les éléments sont soigneusement étudiés, c'est-à-dire la gargouille va récupérer l'eau et va la redistribuer, va l'orienter vers une petite vasque qui se trouve en pied de façade. Et là, voilà, quand je vous disais, il dessine tous les détails, voilà la cheminée, c'est vraiment l'esprit, le petit feu qu'on fait dans le désert. Donc le foyer, la liaison entre le foyer et le sol va se faire par un élément avec une forme très douce qui va venir rappeler le sable là qui s'incline, et vous voyez également la forme du manteau qui est tout en douceur. Et de la même façon, les portes, vous voyez leur forme, voilà, chaque détail est particulièrement étudié pour évoquer cet imaginaire et ces souvenirs qu'ils avaient en commun du Sahara. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est une école à Mérueil, en Lozère. Donc toujours dans l'attention accordée aux enfants, vous voyez que ce type de bâtiment qui est complètement neuf s'inscrit parfaitement et dans le paysage et à côté de l'église du village. Et il va décliner, Robert Proin va décliner dans les ouvertures ce qu'il appelle une ribambelle de fenêtres,
comme les petites guirlandes que l'on fabrique en papier découpé, mais avec un souci éducatif, c'est-à-dire les enfants au primaire vont apprendre à la maternelle et au primaire vont apprendre, plutôt à la maternelle, commencer à apprendre des formes géométriques simples. Donc là, il les décline sur les façades pour qu'ils s'en imprègnent et que cela ait un côté ludique. Donc l'entrée, comme je vous le faisais remarquer au tout début, avec la petite porte pour les enfants et un petit plan incliné, tout était très étudié, de façon à ce que l'enfant, au moment de se séparer du parent, puisse être à la hauteur du parent pour lui faire le petit bisou de l'au revoir. Et voilà, donc c'est vraiment l'arbre aussi. Il pense que cet arbre qui soutient le toit va permettre à l'enfant c'est un élément de familiarité pour ces enfants qui vivent dans un secteur boisé. Enfin, vraiment toute cette attention accordée à tous les détails. Donc il y a là côte à côte une école primaire et une école maternelle. Entre les deux se trouve un portail et là aussi il s'inspire de Jacques Prévert. Et Robert Proin, il va dessiner cet oiseau pour faire le portrait d'un oiseau, de la poésie pour faire le portrait d'un oiseau. Et quand on actionne la poignée du portail, le bec de l'oiseau se relève. Vous voyez que c'est... j'ai du mal à trouver les mots pour décrire la poésie et la fine attention à chaque détail. Là, c'est une école maternelle proche d'ici, à Vestric et Candiac. Alors, surnommée par Robert les Cigalines, construite dans les années 80. Alors, l'idée est toute simple. C'est le toit, la fonction d'un toit, c'est de se protéger des intempéries, se protéger de la pluie. Donc, c'est un parapluie, en fait, un toit. Donc l'idée, ça va être de concevoir un toit supporté par des piliers. Alors ces piliers, en fait, sont constitués, là je vous parlais de son ingéniosité avec le détournement des matériaux. Ce sont des boisseaux de cheminée en terre cuite qu'il va empiler en coulant du béton à l'intérieur, et cela va permettre d'avoir un support économique et ingénieux, et en plus avec une couleur et une texture qui l'intéresse. Donc c'est massif, ces piliers sont assez massifs. Par contre, ils supportent une charpente métallique toute légère, comme vous le voyez. Et là aussi, on a un effet de branchage. Et le toit qui vient au-dessus, très léger également. Alors, par-dessous, cela va lui permettre de pouvoir aménager, on verra le plan après, là on va parler des galines, de pouvoir aménager un plan très souple, détaché des fonctions de support en fait. Donc les 6 galines, ce sont donc ces 6 poules qui tendent leur cou aux gargouilles et qui récupèrent les eaux de pluie. Alors là aussi, vous imaginez pour les enfants ce que ça représente de voir non pas de simples goulottes d'évacuation d'eau de pluie, mais qu'une fonction pareille se transforme en un oiseau. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent l'oiseau est présent. Dans de très nombreuses réalisations de Robert Proin, l'oiseau apparaît sous une forme ou une autre. Je pense que là, il y a toute une symbolique. Donc là, vous voyez ces gargouilles, donc les eaux de pluie ruissellent tout au long de leur dos et viennent ensuite s'infiltrer. Tout est étudié, vous le voyez. Il y a toute une forme au sol avec ces galets, ce qui fait que l'eau, au lieu de s'écouler et on pourrait patauger dans la boue, elle va venir s'infiltrer entre ces pierres et vraiment c'est un travail très intéressant. Donc voilà le parapluie, c'est une coupe en vue supérieure. Vous voyez la fondation et vous voyez donc cette sorte de parapluie qui recouvre l'école et les formes tout à fait libres. Vous voyez le plan du coup, la liberté que peut s'autoriser Robert Proin, puisqu'il n'a pas à assurer la fonction de support de la toiture. Donc il va aménager l'intérieur de façon à ce qu'il y ait des petits espaces à l'échelle des tout petits, qui ne se sentent pas perdus dans de grandes salles, mais qu'ils aient à la fois des salles où ils vont pouvoir se retrouver, des salles d'exercice, mais ensuite des tout petits coins, des salles de repos, des coins de lecture, vraiment adaptés à leur échelle, des petits coins, des petits recoins, comme les enfants qui aiment bien se mettre sous les tables. C'est vraiment cet esprit-là d'être
très attentifs à leurs besoins. Alors là, on voit les parois qui sont courbes et autostables avec des jeux de fenêtres amusants. Là, c'est le préau, donc tout simple, avec un toit à 4 pentes, mais réinterprété dans un matériau contemporain. Et alors, le lavabo, bien sûr, ce n'est pas le lavabo classique que l'on trouve dans les écoles habituellement. Ça va être une fontaine dragon, donc avec 9 jets, et là aussi, pour les enfants, pouvoir se laver les mains sous une bête là, jaune comme ça, avec ses couleurs, c'est assez merveilleux. Voilà l'ambiance nocturne de cette école. Et voilà, là c'est la phrase de Robert Pauin: les 6 galines qui gargouillent sont les gardiennes de la nichée. Donc on a une belle allitération en G. Et donc c'était une photo prise évidemment avant que les gargouilles ne soient mises en place. Et c'est un contre le ciel, c'est un effet poétique indéniable. Alors la Mandozère, l'aménagement des carrefours et des ronds-points. Vous avez vu tout ce qu'on a pu produire en termes d'aménagement de ronds-points. Certains sont très cocasses, il y en a pour tous les goûts. Mais voilà ce que Robert Pauin va faire donc à la Mandozère. Il va produire la Mandozère amande en Lozère. Donc cela va être, selon son expression, un cirque de pierres calcaires. Donc il va vouloir exprimer côté nord le granit et les sources, au sud le schiste, parce qu'il était vraiment très sensible à ces différentes pierres que l'on trouvait en Lozère. Et la Mandozère, donc c'est cet animal que vous allez voir, tel qu'il a baptisé lui-même, fière et altière. Donc il la dessine dans tous ses détails. Elle se dresse telle une figure de proue, et il lui fait dire: prolongement naturel des pierres dont je suis né. C'est-à-dire les pierres de Lozère, pour lui, ont donné naissance à cette figure chimérique, symbolique, allégorique, je ne sais, mais qu'il appelle la Mandozère, et qui est remarquablement, on la voit jaillir des pierres dont elles naissent. On la voit vraiment... Donc là on voit le granit, alors symbolisé par ces pierres bien rondes qui rappellent la rondeur de cette pierre-là, et les sources. Donc vous voyez que c'est une façon étonnante de traiter un rond-point qui est souvent une entrée de ville aussi, qui donne l'esprit des lieux. Et toujours la formule de Robert Pauin: entre celtes et latins, c'est d'entre vous que je suis né. Donc c'est aussi la mémoire des lieux, des histoires qu'on se raconte, voilà, c'est le monde merveilleux de Robert Pauin. Donc une maison à Nîmes. Alors là c'est une villa construite au milieu des années 70. Donc là je vais juste montrer 2-3 vues, mais pour montrer toujours ce travail, alors qui ressort mal avec la clarté dont on dispose, mais où l'on voit le travail accordé aux matériaux, au choix des matériaux et au jeu de volume. C'est un plasticien, ne l'oublions pas, il peint en parallèle, et il est imprégné de ces effets de perspective, de volume, de plans plus ou moins proches. Et là, c'est la cheminée de cette maison, donc tout un travail entre la pierre, la brique et la cheminée qui se prolonge pour permettre de poser des objets. Voilà. Alors, une maison à Vauvert, parce que ça me semblait intéressant, comme nous sommes à Vauvert, de montrer une maison. Donc là, c'est assez intéressant. C'est une maison du début des années 80. Et on voit là encore, comme celle que l'on a vue précédemment, des balcons qui s'élancent au-dessus du vide, des jeux de celles que l'on avait vues à Vauvert également, des jeux entre les poteaux et les poutres qui s'entrecroisent, entre les matériaux aussi. On a du béton brut, on a plusieurs matériaux différents, et cela crée des effets graphiques, visuels vraiment très intéressants. Voilà, donc dans les vues intérieures, c'est le type d'escalier simplissime, sans contre-marche, avec simplement un support en fer et un garde-corps qui ne commence qu'à partir du moment où on en a besoin. Il faut dire qu'à l'époque, les normes étaient beaucoup moins contraignantes qu'à l'heure actuelle.
Maintenant, ça devient vraiment très complexe. Et là, on a la cheminée suspendue. Donc, Donc beaucoup de travail avec des ferronniers, serruriers, qui souvent étaient des compagnons du devoir. Et j'ai oublié de le dire, c'est comme ça qu'il a connu Armand Pellier, parce qu'il travaillait beaucoup avec des compagnons du devoir tels que Daniel Souriou, par exemple. Et finalement, avec les exigences qualitatives qu'il avait, il s'est retrouvé à travailler avec les mêmes entrepreneurs et artisans qu'Armand Pellier, qui lui parlaient toujours d'Armand Pellier, et c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Donc un équipement sportif à Vauvert en centre ancien. Alors, le centre Robert Gourdon a été construit par Armand Pellier, justement, qui n'avait absolument pas la même façon d'intervenir que Robert Proin. C'est-à-dire, quels que soient les projets d'Armand Pellier, on reconnaît son style. C'est-à-dire, il utilise presque toujours la pierre de verse, le béton, mais la pierre de verse qui va venir habiller les parois, comme on le voit sur la photo de gauche, des toitures terrasses presque immanquablement, et puis des quantités de constantes qui peuvent être soit les toits à pente inversée, soit des plans courbes, mais il y a toujours des constantes. Donc on reconnaît ces réalisations, au contraire de Robert Proin, qui va chaque fois adapter le projet à un contexte environnemental. Donc là, vous voyez sur la vue aérienne l'énorme centre Gourdon, donc un centre à la fois sportif et culturel, l'énorme toit, qui vient pourtant au milieu de toitures terrasses. Et sur la gauche, vous voyez un toit à 4 pentes qui correspond à un gymnase et des salles de sport construits par la suite par Robert Proin, mais qui va être sensible, lui, qui va chercher en fait, par sa construction, à recoudre ce tissu urbain dans lequel avait été parachutée cette œuvre en tout cas posée avec une affirmation très forte cette œuvre de Robert Proin, et il va essayer lui de recoudre par ses interventions le bâtiment d'Armand Pellier avec son environnement immédiat. Donc c'est pour ça qu'il choisit de faire un toit à 4 pentes, et là vous le voyez, il va devoir prolonger ce bâtiment qui existait, donc une maison fin 19e, comme on en voit beaucoup à Vauvert, de ces belles maisons sur les grandes avenues qui correspondent souvent à la prospérité viticole, de la période de la prospérité viticole. Et il va chercher des complicités, il doit créer un logement de fonction, un garage, donc il va chercher des complicités qui vont lui permettre de l'inscrire en douceur dans cet environnement-là. Donc, ça va être un rythme, il va retrouver le rythme de ce que l'on appelle les travées, c'est-à-dire les successions de fenêtres juxtaposées verticalement, donc le rythme des travées. Il va reprendre la forme verticale des ouvertures, il va reprendre les hauteurs d'étages. Donc pour son aménagement que vous voyez sur la gauche, lui, comme au premier étage de la maison voisine, c'était des étages qui étaient très hauts sous plafond. Donc lui, pour ne pas... on n'avait pas besoin d'autant d'espace, donc il va créer 2 niveaux dans un seul ancien niveau aux proportions très généreuses, et de façon à ce que cela ne se voit pas trop, il va créer une traverse au niveau de la fenêtre de l'étage, ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas forcément que c'est le niveau d'un plancher. Et il va habiller toute la partie supérieure d'un treillage en bois, ce qui fait que ça recouvre les fenêtres en bandeau qui se trouvent au sommet, ça les habille, et on remarque avant tout non pas les vides qui, pour le coup, pourraient sembler très présents, mais on va surtout remarquer les fenêtres qui se détachent et qui reprennent le même rythme que les autres. Donc vous voyez, c'est un travail très fin. Et la pierre, bien sûr, le choix de la pierre qui prolonge les constructions existantes. Alors, on voit en partie gauche le centre Robert Gourdon construit par Armand Pellier, et on voit comment il travaille aussi le jeu de transparence pour permettre de découvrir, au-delà de créer un passage et de découvrir visuellement, d'ouvrir une perspective vers cet équipement en arrière-plan. Donc là, on ne peut
qu'admirer la complicité entre le bâtiment d'Armand-Pellier à gauche et le gymnase de Robert Prouin à droite. C'est-à-dire que Armand-Pellier à gauche utilise toujours la pierre de Vers. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il exploite une carrière à Vers-Pont-du-Gard. Donc pour lui, c'est toujours intéressant, non seulement pour la plasticité et la qualité du matériau, mais il a toujours envie de l'intégrer à son architecture. Donc il va la plaquer et l'utiliser avec des striures qui correspondent à la façon dont on extrayait les blocs de pierre à l'époque, c'est-à-dire en forant verticalement la pierre, et cela entraînait des rainures verticales. Ensuite on éclatait le bloc, mais du coup on avait tous ces sur la paroi, sur la partie extérieure que l'on sciait, on avait la trace de ces forages. Donc Robert Prouin réinterprète cela, vraiment rend hommage à Armand-Pellier. Il cherche vraiment, là, à s'adapter aux maisons traditionnelles anciennes et à cette architecture plus récente, moderne. Il cherche vraiment à tisser des liens entre ces différents bâtiments. Et vous voyez qu'en façade, il choisit simplement sur le béton peint en blanc de venir habiller de bandes verticales qui sont striées horizontalement pour faire un clin d'œil complice à l'architecture d'Armand-Pellier. Voilà, donc le gymnase, la façade et l'escalier. Alors, l'escalier de secours. Alors, ce n'est pas un hasard s'il a cette forme qui peut sembler étrange. Déjà, il faut dire que cet escalier qui ressemble un peu de forme conique, qui ressemble un peu à une fusée, je ne sais pas, mais il vient servir d'articulation. Robert Prouin disait de rotule entre son gymnase et le bâtiment d'Armand-Pellier. On va voir ensuite la façade. Ça n'était pas simple, vous allez voir, parce que vous allez voir ce dont il s'agissait. Mais alors, la forme de cet escalier de secours est en fait complètement déduite des normes, notamment en ce qui concerne l'évacuation pour les issues de secours. Parce qu'en fait, plus on s'élevait et moins on avait d'usagers. Donc, on a besoin d'unités de passage et en partie haute, on avait besoin de moins d'unités de passage. Donc, forcément, à chaque niveau, ça s'agrandit, et donc Robert Prouin a eu l'idée de cette forme fuselée conique qui permettait de répondre parfaitement à ce qui était demandé en termes d'unité de passage, tout en créant. Vous voyez, c'est cette faculté de créer et voilà, c'est assez étonnant. Donc voilà, cette fameuse rotule sert d'articulation entre ce grand bâtiment massif d'Armand-Pellier et le gymnase de Robert Prouin. Donc ça n'était quand même pas simple de trouver la façon dont inscrire l'extension, la greffe en fait. Voici une vue intérieure du gymnase. Alors, ce qui est toujours très difficile dans un gymnase, c'est l'apport d'éclairement naturel. Comment éclairer sans éblouir les usagers, comment ne pas avoir trop d'ouverture en partie basse. Donc voilà la réponse toute simple de Robert Prouin avec et d'une part ce grand puits de lumière central zénital, et d'autre part au niveau du toit, et d'autre part tout le pourtour de la partie haute du gymnase qui est vitré avec cette forme triangulaire là, et ces segments triangulaires. La maison de l'architecte, donc là, c'est sa propre maison. Donc sa maison, son souhait, c'était de concevoir une maison qui n'allait pas influencer les clients qui allaient venir le voir, parce que au fond, c'est la maison, et à droite, c'était l'atelier d'architecture, l'agence. Donc l'idée, c'était déjà, il ne disposait pas de moyens très importants,
Donc c'était vraiment de faire une construction extrêmement simple, très sobre, et qui n'allait pas s'imposer, qui n'allait pas affirmer un style que le client revendiquerait ensuite. Donc c'est vraiment le souhait sur un terrain en pente déjà, d'utiliser au mieux la pente du terrain. Et donc là on voit latéralement la partie agence, à l'arrière sur 2 niveaux la partie habitation, et le béton brut avec un système tout simple de poteaux-poutres et de plancher béton. Par contre, vous voyez, le travail avec le bois est très étudié. Et ce qui est très intéressant quand vous voyez ces grandes baies vitrées sur la gauche, c'est qu'on se trouve dans le séjour et en partie basse, donc on a ces éléments en bois que vous voyez, et en partie basse, c'est vitré aussi. Ce qui fait que quand on est assis dans le salon, on a ces transparences vers le jardin qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'est l'escalier réalisé par Daniel Souriou, dessiné par Robert Proin. Donc vous voyez la pureté, la simplicité voulue. Alors on a du liège au plafond. C'était une époque où on utilisait beaucoup le liège et on y revient maintenant à ces matériaux naturels qui ont des qualités phoniques et très intéressantes et isolantes. Un système tout simple de cloisons intérieures qui coulissent. Donc ce sont des cloisons coulissantes parce que cela gagne de la place tout simplement et cela permet d'ouvrir ou de fermer l'espace à volonté. Donc là c'est l'entrée avec un petit patio qui permet d'éclairer l'entrée et la porte qui s'ouvre vers la partie de l'agence. Et vous voyez le souci apporté au moindre détail avec les caches radiateurs en partie basse en bois, sont des lisses horizontales en bois. Voilà cet escalier qui est vraiment magnifique, très simple, mais d'où l'intérêt de travailler avec des compagnons, des artisans de compagnons. Et donc voilà le grand espace salle à manger, salon, avec tout le mobilier soigneusement dessiné. Donc le coin feu, avec la table basse maçonnée, les bancs latéralement maçonnés, ce qui fait que avec 2-3 fauteuils, l'espace n'est pas encombré. Il suffit de très peu de choses pour vivre très confortablement, en laissant l'énergie circuler le plus possible. Et la qualité aussi de ces espaces tient à ce que tout le mobilier est dessiné. Donc les espaces de rangement, la bibliothèque et la bibliothèque basse qui sépare ce séjour du jardin. Donc c'est à la fois et qui permet la transparence par en dessous. C'est vraiment cette maison est vraiment magnifique. Donc on a aussi tous les éléments qui vont cacher toutes les gaines techniques. Voilà, le souci apporté au moindre détail. Et là, c'est une chambre et la façon dont le mobilier est également dessiné avec les étagères, le bureau, tout simple. Alors, Robert Proin dessinait à la main, bien sûr, c'était l'époque avant le dessin informatique et il faisait toujours de magnifiques perspectives, il dessinait vraiment très bien. Et quand je vous parle de tous les détails, regardez la façon dont la boîte aux lettres est dessinée. C'est vraiment extraordinaire. C'est simplement le mur qui se prolonge et avec cette petite fente, c'est extrêmement discret. Donc de l'extérieur, la maison est parfaitement discrète. J'ai oublié de dire que Robert Proin était de religion protestante et c'est vrai que cela se ressent dans ce souci de ne jamais se mettre en avant. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il serait content là qu'on parle autant de lui, mais c'est surtout de son œuvre dont je tiens à parler. Donc là, c'est la maison, les plans de la maison. On voit la façon dont elle s'adapte au terrain, au relief du terrain. Donc vous voyez que c'est minimaliste, c'est une maison qui n'est pas grande du tout et qui donne l'impression d'être grande parce qu'il y a un travail vraiment très fin, très délicat, elle est vraiment très bien conçue. Alors, je crois que le mieux, c'est de le citer, Robert Proin.
Alors dites-moi, pourquoi rêver d'éternité, de travail bien fait, puisque personne ne s'en soucie? Mais tout simplement parce que cette valeur du travail bien fait correspond à une valeur d'esprit qui élève l'acte de faire et du savoir-faire bien au-delà de la première nécessité. Ce sont des actes de vie et d'humanité. Voilà, moi je pense que cette phrase, c'est extrait d'un texte, d'un magnifique texte qu'il a lu le jour où il a décidé d'arrêter son activité d'architecte, qu'il a lu donc à son équipe et qui était une sorte de profession de foi, de sa foi en l'architecture, de son engagement en architecture, et qui comportait cette conclusion qui me semble vraiment exprimer si bien l'essence de ce qu'il était et de son travail, un des actes de vie et d'humanité. Donc là, vraiment, cet aperçu, il était très court parce qu'on dispose d'un temps limité. Il y a des projets remarquables que je n'ai pas montrés et je pense en particulier à une maison pour personnes âgées dépendantes au Collet de Dèze en Lozère, qui est une maison extraordinaire. Robert Proin, quand il visitait des maisons de retraite avant de concevoir celle-ci, il était toujours frappé par le fait qu'en entrant, il voyait des personnes âgées, mais qui se heurtaient à des murs. Et donc il a créé cette maison de retraite. Quand on entre, on n'a pas un mur qui vient fermer la perspective. Au niveau symbolique, vous voyez ce que ça peut représenter, mais on a une rue intérieure qui est recouverte qui est entièrement vitrée, qui s'ouvre sur le paysage extérieur et qui reconstitue l'esprit d'une rue de village. C'est-à-dire, il y a un bassin central comme les abreuvoirs que l'on peut trouver dans les villages, comme on est en Lozère. Il y a un coin feu avec une cheminée où on fait vraiment griller les châtaignes, comme chez soi, hein, c'est pas une cheminée pour faire joli. Et sur les côtés, il y a des petites maisons qui sont en fait comme des petites cabines de plage, je sais pas, comme des petites maisonnettes. Chacun a sa petite maisonnette, c'est sa chambre. Chaque entrée étant personnalisée avec un fronton, soit triangulaire, soit curviligne. Et au-dessus, on a tout un espace qui est entièrement vitré et où les personnes âgées sont en contact direct avec la nature. C'est-à-dire, s'il pleut, elles entendent les gouttes de pluie, elles voient la nuit qui tombe, elles restent en contact avec les éléments tout en étant à l'intérieur pour celles qui ne peuvent plus sortir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui lui importait beaucoup, qu'il puisse être relié avec l'extérieur tout en, malheureusement, en étant enfermé. Et c'est vraiment une maison pour personnes âgées. En général, quand on va dans ces maisons, c'est jamais une partie de plaisir. Mais là, c'est un lieu où on s'imagine très bien vieillir un jour. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et là, c'est à Ispagnac, donc à côté de la mairie, qui est un bâtiment ancien qu'a réhabilité complètement Robert Proin. Il a construit cette salle multimédia. Et si j'ai montré cette image, c'est vraiment pour montrer quel homme exceptionnel il pouvait être. C'est-à-dire que le côté de cette salle donnait sur une impasse. Il avait besoin d'un apport de lumière naturelle, mais en vis-à-vis, il y avait un mur. Donc ça n'était pas envisageable de laisser cette transparence sur le mur. Donc il a eu tout simplement l'idée d'envisager la création de vitraux. Si ce n'est que ces vitraux, qui est-ce qui les a fait? C'est lui, pendant ses congés. Bénévolement, pendant ces mois de vacances, enfin ces mois, sur plusieurs années, hein, mais donc c'est lui-même qui a réalisé ça pour vous montrer vraiment à quel point il donnait. L'architecture était sa passion, il pouvait en parler pendant des heures, et il vivait pour l'architecture, et donc il allait jusqu'au bout, comme vous le voyez, jusqu'au bout du détail et jusqu'au bout du don de soi. Donc là, je reviens sur cette question de la vulnérabilité de l'architecture, parce que vous voyez la photo initiale, vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui. Le tronc, il est... Là encore, ça n'est pas grand-chose, c'est réversible. Hein. Le tronc a été peint en bleu, on a posé de la moquette sur la petite pente. Bon,
On a décoré l'arbre bon, mais comme je vous le disais en début d'exposé, le problème c'est que souvent on agrandit sans demander son autorisation à l'architecte, on surélève, on intervient sur le bâtiment, alors qu'on normalement on a l'obligation, quand on intervient sur un bâtiment, de contacter l'architecte quand il est en vie et de lui demander son autorisation, si on ne veut pas le faire intervenir, au moins son autorisation. Et donc là, il y a des bâtiments qui ont été démolis. Donc je vous citais cet institut médico-pédagogique. Donc il en a reconstruit un autre, mais le premier a malgré tout été démoli. Donc d'où l'intérêt, pour moi, il est extrêmement important de parler de l'architecture, d'attirer l'attention surtout sur un architecte comme lui, parce que n'étant pas arrivé à l'architecture par le canal habituel, c'est-à-dire par l'école d'architecture. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour Armand Pellier, c'est-à-dire les confrères n'étaient pas toujours ne soutenaient pas toujours cette architecture, parce que les autodidactes ne sont pas toujours très appréciés, même s'ils sont très talentueux, et justement, je pense, quand ils sont très talentueux. Donc il est vraiment important de faire connaître, de rendre hommage, à mon avis, à Robert Prouin, de faire connaître cette architecture pour éviter qu'il y ait des dénaturations au fil du temps, pour la respecter le plus possible. Donc ce devoir d'hommage a été entrepris dès le mois de mars 2016. Le Conseil de l'Ordre des architectes Languedoc-Roussillon a fait paraître dans sa lettre de l'architecte un article de 2 pages sur Robert Prouin. Ça n'était pas grand-chose, mais c'était déjà au moins marqué ce moment-là et qu'il y ait quelque chose. Voilà, le début, une amorce. Alors par contre, il y a 3 publications, parce que si les élus n'ont peut-être pas encore suffisamment pris conscience de l'intérêt de cette œuvre, par contre, et surtout les nouveaux élus, parce que les anciens qui ont travaillé avec Robert Prouin en étaient conscients, mais les élus évidemment changent. Donc par contre, il y a des artistes qui déjà se sont intéressés à Robert Prouin, donc notamment dans la collection Carnet d'atelier, il y a un ouvrage sur Robert Prouin avec les écrits qu'il a produits spécialement pour cette maison d'édition. Il y a un livre d'artistes qui a été réalisé par Isa Slivans et Serge Jiquel. Alors là, c'est à partir de dessins que faisait Robert Prouin. Donc il y a les œuvres peintes, mais il y a aussi des dessins, des petits formats. Il en faisait énormément, surtout à partir du moment où il a cessé son activité d'architecte, et qui sont accompagnés de poèmes d'Isa Slivans. Et il y a un travail donc de Christian Verrette, qui est parmi nous ce soir, qui est écrivain, et qui a recueilli les propos de Robert Prouin. Donc il y a déjà un texte très conséquent, et qui a l'intention de produire un ouvrage qui s'intitulerait Robert Prouin, une conception humaniste de l'architecture. Donc vous voyez qu'il y a un travail en cours, et cette soirée, je l'espère, contribuera à la prise de conscience de l'intérêt, enfin de cette œuvre, de son intérêt, et contribuera à la pérenniser. Donc je remercie Thierry Bourdi d'être venu filmer cette conférence, ce qui va nous permettre sa diffusion aussi, et c'est très important. Donc Thierry Bourdi de L'Œil Écoute. Je remercie vivement donc la commune de Vauvert, la médiathèque, vraiment pour votre accueil, et donc je vous rappelle que cette manifestation s'inscrit dans le mois de l'architecture, donc organisée par la DRAC Languedoc-Roussillon, enfin la DRAC Occitanie à présent. Et voilà, maintenant nous sommes à votre disposition si vous souhaitez poser des questions, échanger, profiter de la présence et de Jean-Michel Prouin, qui a travaillé avec son papa, donc qui est un précieux témoin, et de Christian Verrette, qui est ami, qui a été très ami lui aussi avec Robert Prouin. Voilà, et pour ma part, je rends hommage à celui que je peux appeler mon second père.
Jean Vaillant. J'ai eu un passé, disons, professionnel dans le département du Gard, à la DDE, à une certaine époque, entre 78 et 93. Et, disons, j'étais responsable d'un service sur l'urbanisme, les permis de construire, les opérations, le financement de la construction. Et c'était au moment de la décentralisation, où l'instruction passait, disons, dans les subdivisions et à l'aide. Donc on avait mené des formations, et à l'époque, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement n'avait pas encore, disons, des relations aussi étroites qu'elles sont devenues avec l'équipement, ou une collaboration s'est instaurée. Donc en attendant cette période, j'avais fait appel à des professionnels, des architectes, moi-même ayant une formation d'architecte, donc j'étais assez proche des milieux architectes du Gard. Et donc j'avais fait appel à plusieurs praticiens, dont bien sûr Robert Proin et Duval, je ne sais plus son prénom, Jean-Pierre Duval, qui est devenu célèbre par la suite, qui a eu malheureusement une exposition universelle qui a brûlé, dont il avait fait le projet. Et donc Robert a été chargé, disons, de sensibiliser les instructeurs de permis de construire pour comprendre la démarche architecturale. Ils pouvaient être surpris parfois par la modernité ou la créativité de certains architectes. Donc Robert a fait des séances de travail, de sensibilisation pour expliquer la démarche, et surtout, ce qui était sa grande qualité, moi j'ai trouvé, c'est son intégration du projet dans un environnement. C'est-à-dire c'est vraiment en articulation avec l'existant, et c'est très très intégré. Alors que d'autres avaient tendance à poser leur objet qu'ils prenaient pour une œuvre très importante, un peu n'importe comment. Voilà, donc, et c'est comme ça que j'ai connu un peu mieux Robert, et j'ai pu devenir un peu ami avec lui. Voilà. Quand on approchait Robert Proin, on était subjugué par la personnalité, la richesse de cet être. Et j'ai eu la chance de le côtoyer pendant une dizaine d'années. Parce que nous avons travaillé aussi sur le peintre Pierre Parsus, dont Anne-Marie nous a parlé tout à l'heure de cette conférence. Et toutes les semaines, nous étions ensemble avec Robert Proin, chez Pierre Parsus, et Robert Proin me racontait tout son travail d'architecture, tout ça, et il m'a emmené à découvrir de l'intérieur ce qu'était l'architecture. Moi, j'en avais bien sûr la vision un peu extérieure de ce qu'on voit comme ça quand on se promène et tout, mais par la création. Et ça, j'étais fasciné, je me suis dit, mais il faut absolument préserver ça. Il faut garder, c'est tellement rare d'un créateur qui a une telle exigence de la réalisation qu'il va faire, en tenant en compte, comme l'explique Anne-Marie, l'ensemble du contexte, que ce soit la géographie, le relief, la géologie, l'histoire, et puis aussi, surtout, les personnes qui vont habiter là-dedans. C'est cette humanité, ce respect de l'autre, et de dire, c'est pour eux que je vais faire ça, alors qu'il disait, bon, là, très nombreux architectes posent leur réalisation sans trop se soucier des personnes qui vont vivre là. Il était très soucieux de ça. Et donc, je me suis dit, il faut absolument sauver ça. Et donc, nous avons réalisé avec Robert Proin un certain nombre d'enregistrements. Et puis ensuite, bon, j'ai travaillé là-dessus. Et on peut, à partir de là, éditer un ouvrage dont on a déjà posé le titre, qui est une conception humaniste de l'architecture. Et c'est indispensable. Et je pense que ça serait très, très bénéfique aussi pour les étudiants en architecture, pour leur montrer aussi notre aspect de l'architecture, et non pas celle des revues glacées, comme ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est cet ouvrage qu'on ambitionne d'éditer. Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père très jeune. Du moment que j'ai pu tenir une roulette, enfin, les éléments de mesure,
pas quel âge j'avais, à 10 ans. À 10 ans, on était déjà sur les relevés, hein. Beaucoup en Lozère, un peu partout. Puis après, j'ai fait l'école d'archi et on a monté une société en 90. Voilà. Et c'est vrai que le bureau a été dans la maison que vous avez vue jusqu'en 2004. Et après, on l'a déménagé chez moi. Mais mon père a travaillé jusqu'à sa mort, quoi. Jusqu'au dernier mois, j'allais le chercher chez lui, je l'amenais au bureau et tous les jours. Jusqu'à la fin, il avait un peu de mal enfin, il sentait plus trop ses mains, donc on le mettait avec un autre architecte et je lui découpais des morceaux de papier et puis il arrivait à crayonner quand même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il a crayonné au bureau, quoi. C'était vraiment sa passion. Voilà. Alors le bureau existe toujours, oui, en effet. Hein, et, bon, bien sûr, je travaille toujours dans cette continuité. C'est pas toujours facile. Là. On fait une école à Valabry en ce moment. Alors c'est vrai que les ribambelles de fenêtres avec des formes géométriques, ben, on fait la même chose. Si, on est dans la continuité. Alors, c'est pour ça que c'est pas forcément facile toujours de continuer ça, mais bon, c'est vrai que j'étais à bonne école. Et tu travailles en Lozère aussi. Oui, voilà. On a toujours, bien sûr, là, on est en train de réceptionner une grosse maison de retraite à la Canourgue et mon père y a travaillé dessus. Voilà, j'ai des empilements d'esquisses. Alors, ce qui est dommage, c'est que les derniers projets, ces derniers temps, bon, ben, voilà, c'est un peu difficile. Tous les derniers projets sur lesquels il a travaillé sont tombés à l'eau, sont arrêtés. Voilà. Aujourd'hui, techniquement, les communes se regroupent en communautés de communes, qui se regroupent en une multitude de communes, qui font que tous ces projets qui ont été démarrés quelques années auparavant s'arrêtent. Donc voilà, il y a beaucoup de dessins, et c'est dommage, tous les derniers dessins qu'il a fait, voilà, bon, on s'arrêter là, mais bon, ces dessins existent, on a tout stocké. On pourra faire une exposition. On pourra faire une expo parce qu'il y en a beaucoup, oui. Et c'est vrai que c'est des dessins d'une qualité exceptionnelle. Ouais. Ça, c'est clair. On va faire une exposition. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je stocke tout. Chaque fois que bon, on archive au fur et à mesure, forcément, parce qu'on a quand même beaucoup d'affaires. Et chaque fois que je sors des archives, systématiquement, tous les dessins que je stocke à part, pour pouvoir les... Alors on en a déjà numérisé beaucoup. Voilà, au fur et à mesure, on essaie de numériser les tableaux, les dessins, ce qu'on peut. Mais bon, c'est du travail et je reconnais que voilà, ça fait plaisir qu'Anne-Marie consacre autant de temps parce que moi j'y arrive pas. Et voilà, même chose. Tout ça, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, puis je pense que pour la famille, ça n'est pas facile non plus. Voilà, maman n'est pas là aujourd'hui, bon, c'est difficile pour elle encore. C'est très tôt. Bon, c'est pas vieux, quoi. Voilà. Et si on est dans le cadre, vous êtes toujours dans l'atelier Non, on a déménagé l'atelier, alors il n'est pas loin. On a déménagé l'atelier en 2004. Alors, bon, ça n'a pas été forcément facile, parce que c'est vrai que mon père était quelqu'un de très, très exigeant, donc j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'autre atelier, et je gérais toute la partie informatique, dessin, mise au point. Bon, c'est vrai que des œuvres comme l'Amande Ozer à Mende, c'est inimaginable parce qu'on part de dessins crayon gras. Il faut commencer à monter des vecteurs, des points, des maquettes. À l'époque, au niveau de numérisation, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les maquettes numériques, on n'avait pas les 3D, on n'avait pas tout ça. Donc, je me rappelle à l'époque, on avait carrément embauché pendant 6 mois un de mes copains architectes, parce qu'on avait un atelier artistique au-dessus, quoi, pour monter les maquettes en carton. On montait tout. Il y a beaucoup de projets, on n'a pas fait Warmer-ES par exemple, Gymnase, des projets comme ça. Tous les projets, je me rappelle, à l'atelier du haut, j'avais une tronçonneuse, une scie sauteuse, enfin, on montait tout en maquette. Hein.
Même il y avait certains appels d'offres qui partaient avec les photos des maquettes, avec les dimensions des bois, et ainsi de suite. C'était de la maquette qui partait. Donc il y avait tout un travail dessin, maquette. C'est vrai que moi je continue à travailler comme ça aujourd'hui, hein, qui se perd. Il y a plus trop de gens qui travaillent aujourd'hui, qui crayonnent. Moi je ne travaille pas à l'ordinateur, je fais tout à la main, quoi. C'est vrai que peut-être pas le talent de mon père, ça viendra peut-être. Mais bon, c'est pas forcément facile de travailler avec quelqu'un d'aussi exigeant, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'en 2004, quand il a 66 ans, à un moment donné, j'ai dit, moi, il faut que je respire un peu. J'ai envie d'avoir mon bureau. Donc c'est vrai que j'ai déménagé le bureau. Bon, il y a une petite temps de latence, il a eu un peu de mal. Mais à partir de 2006, il a de nouveau été, jusqu'à 2016, il a été au bureau tous les jours. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'était une période qui était agréable pour lui, puisqu'il n'y avait plus de soucis financiers, plus de soucis de temps, c'était que du plaisir. C'est-à-dire, il arrivait au bureau, il dit bon, je travaille sur quoi? J'ai donné 2-3 projets, il disait bon, ben, je travaille sur celui-ci. Puis en fin de matinée, il disait oh, ben, il ne me plaît pas, donne-moi un autre. Donc du coup, après, c'était vraiment. Et il dessinait toute la journée. Et il y a un de mes archis qui bossait avec lui en permanence, c'était côte à côte, et qui traçait en informatique au fur et à mesure ce qu'il dessinait. Donc c'était vraiment la tête et les jambes, quoi. Et ça a été une période pour moi très très agréable. C'est vraiment très dommage parce que mon fils a commencé à rentrer au bureau au moment où mon père a commencé à être vraiment malade, quoi. C'est dommage parce qu'il aurait pu y avoir. Ça aurait peut-être été plus facile, grand-père, petit-fils, que père-fils, quoi, hein, le contact. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et ce qui est dommage, par exemple, ces fresques, on a fait beaucoup, hein, finalement, sur l'école d'Anduze, un peu partout. À chaque fois, on arrivait à. On n'avait pas de mal à l'époque à dire au maire. Voilà, on a un mur, on vous dessine la fresque et elle va vous coûter le prix coûtant, le prix de la personne qui va faire les émaux, c'est tout, quoi. Parce que souvent les gens jouaient le jeu, parce que souvent ces fresques sont encastrées dans les enduits, donc les façadiers ils aimaient bien jouer le jeu, on n'a jamais eu de souci avec ça. Et là, ces dernières années, on en a proposé une à la Canourgue, à Jacques Blanc, à l'entrée de la maison de retraite. Ça lui coûtait rien, quoi, mais ils n'en ont pas voulu. C'est marrant, chaque fois on leur propose une fresque, moi, je vois, chaque fois qu'on fait un bâtiment, on dit bah, tiens, on va vous faire une fresque, est-ce que vous êtes d'accord? Ça va coûter pas grand-chose sur le coût du bâtiment. On a des refus quasi systématiques aujourd'hui, c'est qui est aberrant, quoi, parce que surtout qu'on leur fait voir ce qui existe, parce que ce qu'a fait papa, hein, je veux dire. Vous êtes intervenu, je crois, pour la maison relais de Saint-Martin-de-Balcave. Ah oui, j'ai fait une fresque, oui. Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait 4 fresques sur la maison relais, en effet. Je ne les ai pas fait voir mon père. Enfin, je l'ai fait voir 10 ans après, quoi. Oui. Ben, moi, je suis Patrice Marfaux-Bouger, propriétaire avec mon épouse et habitant de notre maison qui a été faite entièrement par votre père. Et je veux féliciter Madame pour sa conférence et souscrire à tout ce qui a été dit par vous tous, hein, puisque franchement, on a été séduit, on peut dire, par le personnage de Robert Poin tout au long de notre collaboration. Et ça a duré parce qu'il nous a fait notre maison. Puis après, il m'a fait l'aménagement de mon cabinet de kiné, et puis après, il nous a aidé pour l'aménagement du jardin. Donc, on l'a vu pendant quelques temps. C'était, je crois que je vous l'ai dit au téléphone, c'était quelqu'un de particulièrement humaniste. Donc, ça a été relevé plusieurs fois, et je le note, et franchement, je peux vous dire une chose, c'est qu'en habitant dans ma maison, c'est très souvent, je pense à lui en regardant des détails de l'architecture. Je me rappelle, d'abord parce que je les trouve beaux, ils me plaisent tous ces détails, et puis tout simplement parce que ça me rappelle, je le revois encore, me montrant ses dessins, voilà. Donc j'essaye de faire part
de rendre moi aussi un hommage en tant qu'utilisateur à Robert Prouin. C'était la maison rayonnante avec... Voilà. La maison, comme on a dit à Vauvert, quand je donnais des explications où j'habitais, puisque j'étais kiné, j'étais quotidiennement avec les gens de Vauvert. Ah, alors un jour on m'a dit, ah oui, la maison qui ressemble à rien. Pour moi, c'était une éloge. Et d'ailleurs, elle est construite dans un lotissement qui a été dessiné par Robert Prouin. Tout à fait. Il a également dessiné... Tout à fait. Je l'ai présenté à l'école d'architecture, Ah oui. Tout à fait. cette maison. J'étais venu vous voir et on avait fait des photos et j'avais présenté. Et je peux vous dire que... En faire plus. Par exemple, il y avait des petites fenêtres. Alors, vous avez parlé de vitraux. Il voulait faire des vitraux, là, parce que je vous disais que le soleil arrivait dans la salle de séjour. Et puis, il y a un toit terrasse, là, et un tout petit toit terrasse. Et il avait été question aussi de faire, mais je peux vous faire un escalier pour aller... Ah oui, oui, oui. Bon, à la fin, on était... Parce que vous avez tout compris. Donc, même les vitraux. Il m'avait parlé. Oui, les le vitraux, toit terrasse, aussi l'escalier. Bon, ben, on le regrette maintenant. Franchement, pour moi, c'est Robert Prouin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, vraiment. J'ai eu la chance de le côtoyer dans les couloirs de l'école d'archi et d'être un peu en marge de cette équipe, puisque j'étais intervenant plasticien, parallèlement à un enseignement de sculpture à l'école des Beaux-Arts. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est l'image de l'architecte idéal pour moi. C'est l'image idéale. Et je comprends qu'il n'appréciait pas le musée de Bilbao, ce que je partage comme opinion. Et je défends quelquefois chèrement et violemment. Et là, c'est l'opposé, parce que comme approche, c'est une approche humaniste, mais matérialiste, c'est une approche de compagnon, de quelqu'un qui connaît les matériaux, les mises en œuvre, le climat, etc., etc. Et alors, ce que j'apprécie surtout beaucoup et qui devient rarissime, pratiquement qui est en voie de disparition, c'est que la proposition est un tout. Ça part de l'environnement, ça produit un objet qui n'est pas vaniteux, qui s'intègre, qui est tranquille et fonctionnel, et ça se continue à l'intérieur avec des fonctions que la plupart des architectes méprisent absolument aujourd'hui. Je veux dire, les fonctions de rangement, d'habitabilité, en dehors de l'air, de la lumière, du soleil et de l'eau, comme disait le Corbusier, il faut cuisiner, il faut ranger, il faut prendre soin de son corps. Et il y a très peu d'architectes. Quelqu'un a parlé d'architecture glacée, je crois que c'est de papier glacé, de façade, et on oublie les fonctions essentielles du corps et de l'humain, c'est-à-dire voilà, habiter un espace et répondre à la totalité des fonctions. Alors, moi j'ai exercé, à cause de cette lacune, j'ai exercé pendant quelques années la profession d'architecte d'intérieur, qui était une aberration, parce que je venais plaquer, j'ai essayé d'être cohérent et de ne pas faire du plaquage, mais de suppléer à tout ce qui n'avait pas été proposé et intégré et réfléchi. Et là, on a une démarche exceptionnelle qui est globale, qui part de l'universel, qui va au détail. Là, on est très proche de Gaudi, évidemment, qui avait un père ferronnier, comme par hasard, hein, forgeron ou ferronnier. Et c'est toujours, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, les grands architectes ont toujours été en contact avec la nature, avec les matériaux. Donc, c'est exemplaire. Voilà. Et je ne connaissais pas une grande partie, surtout au niveau des détails, je ne connaissais pas ces projets. Jean-Paul Rire m'en a fait découvrir quelques-uns qui étaient proches. Et on était assez admiratifs et fiers d'avoir dans notre région tellement pauvre en propositions architecturales, sauf la Grande Motte. Voilà. Donc on était content d'avoir dans les parages quelqu'un de cette qualité.
Alors, je voulais rajouter quelque chose à propos de l'escalier de secours du gymnase. Alors moi j'ai été face à des étudiants en archi. Au Beaux-Arts c'est pareil, qui se creusent la tête pour faire œuvre, pour trouver un prétexte, pour trouver une idée. Mais c'est désolant parce que là, la réponse elle est là. Les normes des escaliers de secours font varier le nombre d'unités de passage en fonction des étages. Ça donne un objet conique. Mais pourquoi on va chercher des fioritures, des choses vraiment étranges qui ne sont que des vues de l'esprit, enfin qui servent à rien, qui collent pas avec la fonction, alors que là, ça c'est d'une intelligence, ça c'est une démarche suisse ou des architectes italiens du Tessin, etc., de Nervi et tout ça, des gens comme ça. Donc ça c'est exemplaire. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la force des dessins de Robert Poin, pour reparler de cette œuvre de peintre qui est un système extraordinaire que personne pratiquement n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. C'était très secret. Il y a actuellement une centaine de toiles extraordinaires, des très très grandes toiles. Et c'est très intéressant, peut-être qu'on en parlera une chose dans un ouvrage, de mettre en perspective le travail de l'architecte et le travail du peintre. Parce qu'on a vu dans le travail de l'architecte que Robert Poin rassemble toutes les contraintes, on a parlé de la géographie, de l'histoire, surtout des personnes qui vont vivre là, des âgés, et que toutes ces contraintes, il allait créer une réalisation très singulière, originale, voilà, et dans la beauté, dans la force. En tant que peintre, c'était tout à fait différent. Il était devant la toile blanche, le matin, et c'était une émotion. Il s'apporte comme ça. Et donc, on a une liberté totale, et cette façon de peindre est aussi très très rare, parce qu'elle va permettre d'exprimer de l'inconscient du peintre des structures de son enfance, des structures africaines. Et donc, on a une œuvre extraordinaire, et j'espère qu'un jour on pourra faire une exposition de peinture et les montrer, parce qu'il y a vraiment un très grand peintre. Alors il était très secret, on avait réussi à le pousser à exposer, mais alors vraiment c'était justement à l'occasion de la sortie du livre d'artiste, et il avait fallu trouver l'endroit où il ne s'exposerait pas trop, donc c'était vraiment à la médiathèque d'Uzès, dans la petite chapelle à l'entrée de la médiathèque, et c'était quelques œuvres seulement, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont venues ont été impressionnées par la force de cette œuvre. C'est quelque chose de très particulier. Qu'il gardait vraiment très secrète. Ouais. Alors, moi je fais partie depuis plusieurs années du groupe de travail régional pour la mise en place de l'attribution du label Patrimoine XXe siècle. Donc, je suis à l'origine de la labellisation des œuvres d'Armand Pellier. Donc ça, c'était très bien, et de Massota, et de Joseph Massota. Et évidemment, j'ai présenté au groupe de travail des réalisations de Robert Proin. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. Et c'est un petit peu la réflexion que je faisais. C'est-à-dire, on m'a rétorqué, parce qu'avant d'être présenté en commission des sites, c'est d'abord le groupe de travail qui examinait les projets. Et on m'a dit, en commission des sites, ça ne passera pas. Parce que ça rejoint ce que je disais, c'est un autodidacte qui a une approche qui n'est pas du tout... qui est complètement originale par rapport aux productions des autres architectes. Et ça leur semble échapper à ce qu'ils peuvent, je sais pas, appréhender. Donc j'ai eu cette réponse... Et d'ailleurs, Robert avait été très déçu parce que je lui avais présenté le diaporama avec toutes les réalisations que j'avais présentées. Et quand je suis revenue et que je lui ai dit qu'aucune n'avait été sélectionnée, vraiment, je me rappelle que ça l'avait... Moi, j'en étais malade, mais ça l'avait beaucoup touché aussi. Parce que il comprenait que côté État, il n'aurait pas, dans l'immédiat du moins, cette reconnaissance. Bon, il ne courait pas après, mais il savait que j'avais réussi à faire... Enfin bon, j'avais fait tout ce travail pour Armand Pellier, pour Joseph Massota, et vraiment, j'y allais avec les mêmes dispositions et la même envie. Et ça a coincé. Simplement, cette réponse, ça ne passera pas en commission des sites. C'est trop... voilà, c'est trop fantasy.
Bon, alors, ben là, on va y arriver par d'autres moyens, hein, de toute façon, il y a d'autres moyens.